Salut Daniel. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel, tu es député du 20e arrondissement. Tu es membre, et on va en parler, de ce nouveau parti. C'est un parti, l'Après ? Une association politique. Une association politique qui s'appelle l'Après. On va revenir dessus. Tu es à l'Assemblée nationale, tu es membre du groupe écologiste et social. Tu as longtemps été à la France insoumise, dont tu es sorti, dont tu as été exclu en juillet dernier. On va commencer par là parce que ce matin, chez Apolline de Malherbe sur RMC et BFM, le député François Ruffin, qui était aussi proche de la France insoumise, a affirmé que la France insoumise, c'était un parti où il y a de la peur. Est-ce que toi aussi, qui as passé longtemps à la France insoumise, tu considères que c'est un parti où il y a de la peur ? Je dirais qu'il y a eu deux périodes. Une période où il y avait, je pense, de l'autocensure chez pas mal d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une aspiration très forte et une fierté, parce que la France insoumise était un mouvement qui a permis de mener la bataille politique et qui a permis, dans un contexte des deux gauches irréconciliables, du rejet de la politique de Hollande, mais de domination dans l'espace politique du Parti socialiste sur cette ligne-là de l'accompagnement libéral, enfin du libéralisme et donc du renoncement. La France insoumise a permis, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie figure tribunicienne, populisme de gauche, de faire en sorte qu'on arrive à ces 22% à l'élection présidentielle de 2022. Donc on voyait bien que cette stratégie-là marchait, donc je pense qu'on était pas mal à taire nos désaccords. Avec aussi le sentiment que de toute façon quand on en parlait, il n'y avait pas d'instance démocratique puisque le choix était un mouvement tourné sur l'action, et donc même si on pouvait avoir des critiques, on s'auto-censurait pour ne pas abîmer en fait cette stratégie ou cet outil qui allait permettre à la gauche qui assume d'être en rupture avec le capitalisme, le productivisme et la Ve République de pouvoir être majoritaire. Mais j'ai vraiment le sentiment que, une fois 2022 passé, où on est un groupe de 75 députés, où on a eu un certain nombre de débats, où là on a parlé ouvertement dans le groupe, où on a passé un certain nombre de crises, la première étant suite à l'affaire Quatennens, je pense que le mouvement a changé de nature. C'est-à-dire, quant à l'affaire Quatennens, on est plusieurs députés en interne à dire écoutez, ça c'est pas possible, c'est antinomique avec nos convictions féministes et notre aspiration à un projet émancipateur. Et on voyait aussi que ce débat-là traversait toute la société et aussi tout le mouvement insoumis. Il y avait par exemple pas mal d'appels de féministes, de jeunes, pour que le débat soit abordé totalement autrement que de la façon dont Jean-Luc l'abordait. Et qui avait finalement une réponse de l'appareil France Insoumise, une réponse harcèlement en meute sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ceux qui signaient étaient quand même assez pourchassés sur les réseaux sociaux, et on voyait un climat quand même qui transformait en peur. C'est-à-dire de l'autocensure antérieure, il y avait une volonté vraiment de s'exprimer librement sur ce sujet, parce que l'on trouvait que vraiment il y avait une gravité aussi des prises de position et que c'était pas possible. Mais ça a été aussi, par exemple, dès la rentrée parlementaire, réunion du groupe des députés, Jean-Luc Mélenchon est présent et c'est lui qui ouvre le débat et il étouffe le débat avec un rapport d'autorité pour interdire de penser autrement le problème. Et c'est vrai qu'ensuite ça s'est aggravé sur tout un tas de débats qu'on a pu avoir en interne et qui traversaient aussi la France insoumise et qui commençaient à toucher vraiment au cœur de finalement comment est-ce qu'on va pouvoir battre l'extrême droite. C'est-à-dire la question unitaire, la question du rapport au mouvement social. On sentait que c'était pas possible et donc les tensions étaient de plus en plus fortes. Et je te dirais qu'il y a une vraie accélération au moment du 7 octobre. C'est-à-dire 7 octobre, le débat sur la caractérisation des attaques du Hamas, on est plusieurs à dire mais il faut nommer les choses, ce sont des attaques terroristes. Et bien là, la réponse dans le groupe, c'est pas mal de députés qui nous disent cassez-vous, dégagez. Et là, on sent que dans le mouvement, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va y avoir un règlement intérieur, qu'il y a des menaces, il y a Raquel Garrido qui subit
une décision du groupe totalement antidémocratique à son encontre. Donc on sent qu'on s'oriente vers une culture beaucoup plus purge, quoi, et où on est finalement dans un climat de peur. Là, tu me parles donc de problèmes de démocratie, mais aussi de problèmes de fond, hein, sur la question du féminisme ou sur la question de la qualification de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Il y a aussi une autre question qui d'ailleurs est portée par François Ruffin et dont il a parlé aussi ce matin chez Apolline de Malherbe. C'est cette phrase qui a été mise en avant par Quotidien, l'émission Quotidien de Jean-Luc Mélenchon, qui a un peu saisi au vol dans la manifestation de samedi dernier, où Jean-Luc Mélenchon dit en gros il faut se concentrer sur les quartiers populaires et la jeunesse, il n'y a que ça qui importe, tout le reste, laissez tomber. Je cite. Là, c'est sûr que là, c'est une question à la fois de fond et stratégique, à laquelle François Ruffin répond par son livre en disant « Moi, je veux la France tout entière, je veux pas segmenter, je veux pas juste qu'on s'occupe d'une fraction de la population. » Toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ce débat? Et surtout, est-ce que tu considères que là aussi, il y a un impensé, ou est-ce que tu considères que c'est aussi une impasse de la France insoumise que d'aller que de tenir ce genre de stratégie? Ça a été toute la stratégie des élections européennes et qui ont été vraiment théorisées, justifiées. On avait ces débats-là dans le groupe. Il fallait absolument miser sur les quartiers populaires, sur la jeunesse, sur la bataille essentielle de la question de Palestine. Tu sais que je suis engagée sur ces questions-là depuis bien longtemps. Et déjà dans le groupe, beaucoup disaient « mais attention, il faut avoir un discours qui est capable de fédérer l'ensemble des classes populaires. Il faut parler de leur quotidien. La question des salaires, la question du pouvoir d'achat, du sens du travail, des services publics, pour être capable de parler à la fois aux classes populaires qui sont dans les grandes métropoles, les quartiers populaires des banlieues, mais aussi des sous-préfectures, des bourgs, voilà, donc les tours et les bourgs, pour reprendre la phrase de François Ruffin, ou être capable de se faire aimer partout, pour reprendre l'expression de Clémentine Autain, y compris dans les sous-préfectures. Et on voit bien que la France insoumise avait choisi de ne pas passer par cela. Et ça a été théorisé. Moi, je me souviens de la réunion au lendemain de la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée. On a une réunion des groupes de députés le mercredi d'après avec Jean-Luc Mélenchon et avec les députés européens. Et Jean-Luc Mélenchon fait un autosatisfecit en disant « mais notre stratégie aux européennes a bien marché, preuve qu'elle était la bonne, de se concentrer sur les quartiers populaires et sur la jeunesse, puisqu'on augmente notre score par rapport aux précédentes européennes. » Et on est plusieurs à dire « mais non, mais c'est une catastrophe. Regardez le score de l'extrême droite. » On se retrouve, je suis mauvaise en mémoire des chiffres, mais chez les ouvriers, par exemple, le nouveau Front populaire fait 21%, quand le Rassemblement national fait 57%. Chez les employés, le nouveau Front populaire fait 30%, quand chez le Rassemblement national, il fait 44%. Donc pour nous, il y a un sujet majeur qui est, si on veut battre l'extrême droite, il faut être capable de fédérer le peuple, de fédérer les classes populaires. Et il y a aussi un enjeu majeur qui est de porter une stratégie unitaire d'un candidat de tout le nouveau Front populaire. Sinon, on va à l'échec et c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir. Sauf que c'est ce débat-là qu'on essaye de porter depuis des mois dans la France insoumise et qu'on n'arrive pas à avoir, et qui va être la raison première de la décision de la purge de la direction de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon à notre rencontre. Justement, tu parles de cette candidature unique. Est-ce que tu penses que les Insoumis sont en faveur d'une candidature unique, ou est-ce qu'ils ont fait depuis longtemps le deuil de cette idée-là? Alors d'abord, je dirais pas les Insoumis, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein d'Insoumis qui sont très attachés au nouveau Front populaire. Je dirais plutôt Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, je pense, c'est grâce à lui et grâce à ses 22% en 2022 qu'on crée la NUPES, mais on a bien vu, il ne s'est pas comporté comme doit l'être une force qui est la force première de cette coalition. N'a pas cherché à faire en sorte qu'il y ait une hégémonie culturelle, mais au sens positif,
pas au sens rapport de domination, mais embarquer vraiment l'ensemble des groupes socialistes, écologistes, communistes avec les insoumis dans cette volonté de construire ensemble. Alors évidemment, ils ne portent pas toute la responsabilité de la division et l'éclatement de la NUPES, mais lui avait une responsabilité première. Et on ne peut que craindre que depuis le nouveau Front populaire, où on a réussi à nouveau, dans un temps record, face au danger de l'extrême droite, de se mettre d'accord sur un programme commun et d'avoir des candidatures communes, je mets les purges de côté, sur l'ensemble des circonscriptions, et y compris de porter une figure magnifique, celle de Lucie Castet, comme Premier ministre, mais j'ai un peu le sentiment qu'on est à nouveau dans une situation où il y a deux menaces pour l'unité du nouveau Front populaire dans le temps. À la fois les anti-nouveaux Front populaire de l'aile droite du PS, qui sont dans la nostalgie de Cazeneuve, de Hollande, et puis à la fois une stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui peut recommencer et se dire finalement je ne serai pas le candidat désigné par les autres composantes, je pense qu'il faut y aller tout seul et donc je vais reprendre le clivage. Par exemple, je regrette, moi j'ai regardé le programme de la France Insoumise à la fête de l'UMA, il n'y a aucun dirigeant ou dirigeante politique d'une autre composante du nouveau Front populaire. Bon. Il n'y a pas ce débat-là. Or, il faut absolument, et moi je pense que c'est vraiment important, de faire en sorte que le nouveau Front populaire continue au sommet, et continue au sommet, c'est-à-dire avec des cadres de réunion régulières, et c'est pas entre les partis seulement, parce que le Front populaire, c'est pas un cartel de partis, c'était aussi les organisations syndicales, des mouvements associatifs qui s'impliquent dans cette stratégie unitaire. Et puis aussi à la base. Moi, je suis pour des assemblées citoyennes du nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions. Tu l'avais écrit dans un texte voilà, pour Regard. Et il y a quelque chose de très chouette qui s'est fait, qui est extrêmement important dans la campagne des législatives. Tu as des femmes et des hommes qui se sont engagés dans cette campagne en allant, par exemple, avec les convois de la victoire et avec d'autres structures comme ça qui se sont créées pour aller filer des coups de main pour battre l'extrême droite et soutenir la candidature du nouveau Front populaire local. Et ces gens-là n'avaient rien à faire de l'étiquette, si c'était PS, PC, Vert ou FI. Ils y allaient pour soutenir le nouveau Front populaire. Et donc là, on doit avoir une stratégie qui est à la fois de continuer à consolider et ancrer dans tous les quartiers, dans tous les territoires, le nouveau Front populaire, et aussi se dire, faut qu'on ait une stratégie. Quelles sont les circonscriptions où on a perdu très peu? Tu vois, je pense à la Dordogne, à ma copine Pascale Martin, 90 voix seulement. Eh bien, il faut avoir une stratégie et se dire, tiens, est-ce que on peut, en toute humilité, apprendre de nos méthodes d'éduc-pop et de venir aider des équipes locales pour se donner un objectif de reconquête. Si on ne fait pas ce travail d'analyse électorale, de compréhension, et si on n'est pas en capacité... on doit pérenniser cette dynamique citoyenne du nouveau Front populaire. Il faudrait pouvoir, d'ailleurs, adhérer au nouveau Front populaire, parce que c'est vraiment un levier, cette unité, pour gagner, et vraiment l'ancrer sur tous les territoires avec des méthodes d'éducation populaire. Moi, tu sais, quand je fais du porte-à-porte, je le fais de la même manière où que je sois. Parce que mon porte-à-porte, il n'est pas descendant. Je vais voir les gens, je dis, mais c'est quoi ce qui vous préoccupe? C'est quoi, finalement, la première raison qui vous met en colère ou quel est votre besoin le plus fondamental? Et les gens vont choisir de me parler soit du pouvoir d'achat ou de leur travail, du sens donné à leur travail, ou piétiné par l'organisation du travail et la dévalorisation de leur métier dans la société. Ou alors ils vont me parler de ces services publics dont ils ont tant besoin et qui sont saccagés. Et ils vont finalement m'en parler de la même manière dans les tours et dans les bourgs. Donc il faut qu'on ait une parole qui ensuite puisse fédérer tout ça. Et je pense que la dynamique, elle est par ce biais-là. Il y a un paradoxe dans ce que tu racontes, un paradoxe qui hélas mène à une impasse, c'est que quand j'ai dit les Insoumis, tu me dis non, c'est Jean-Luc Mélenchon. En vérité, la direction de la France Insoumise. La direction de la France Insoumise, qui n'a pas vocation à produire une candidature commune pour la prochaine élection présidentielle. Ils ont vocation à essayer de passer le premier tour. Je résume à gros traits ce que tu m'as dit. Mais en même temps, il ne peut y avoir de candidature unique de la gauche sans prendre en compte la dynamique insoumise, qui, comme tu l'as rappelé, est une dynamique qui est très puissante. Je rappelle qu'aux dernières élections européennes, ils ont quand même fait près de 10%. Alors, certes, on peut questionner leur stratégie comme tu l'as fait, mais c'est quand même 10%. Et tu ne peux pas enlever ces 10% de la gauche. Donc, comment est-ce que tu résous ce problème-là? Est-ce que c'est
justement l'après, où vous venez en fait de la France insoumise. Est-ce que c'est l'après qui doit être cette jonction? En même temps, maintenant, ils vous détestent, donc je vois pas trop comment vous Alors, pourriez je faire pense le pas, trait par d'union. ailleurs. Enfin, comment dire, moi je croise plein de militants insoumis, ils me détestent absolument pas, hein. Et ils ont beaucoup de sympathie aussi pour Clémentine Autain, pour François Ruffin. Franchement, je pense que autant les Cazeneuve, les Hollande, les Delga, ils rêvent que d'une chose, d'une redéfinition de la gauche sans la France insoumise. Je pense que le succès contre l'extrême droite et notre possibilité de gagner pleinement dépend étroitement du fait qu'on soit en capacité de poursuivre l'unité de toute la gauche sur ce programme-là, qui s'attaque à la racine des problèmes. Bon. Et cette aspiration-là, on doit la travailler. Et donc la raison d'être de l'après, c'est de travailler à cela. Tu sais, on avait, nous par ailleurs, créé l'association avant les purges, avant l'élection européenne, parce que justement, on se rendait compte que dans la France insoumise, on pouvait avoir le débat que dans le groupe, et en fait, on ne l'avait pas réellement. Et on n'arrivait pas à l'avoir dans tout le mouvement, on n'arrivait pas à l'avoir dans toute la gauche. Et donc on s'était dit, faisons une association politique, un club de réflexion qui nous permettra, en toute transparence, de pouvoir réserver des salles et organiser des réunions à lesquelles on invite les insoumis, les écologistes, les communistes, les socialistes, pour travailler à cette question de l'enjeu d'une stratégie unitaire pour gagner. Bon. Et tu connais la fin de l'histoire, quand on a été purgé de la France insoumise, le discours a été de dire, ah là là, regardez, parce qu'ils avaient déposé les statuts en préfecture de cette association, c'est la preuve qu'ils voulaient nuire à la France insoumise. Moi, je trouve ça complètement effarant. Pourquoi vouloir poser le débat de la stratégie unitaire nuit à la France insoumise? Je pense que, j'estime que l'après, qui est une association, devrait permettre la double appartenance. L'après, si tu veux, c'est un outil pour nous qui va, sur le contenu, reprendre le programme de la France insoumise. D'ailleurs, la France insoumise, jusqu'à présent, se définissait par tu souhaites être à la France insoumise, il n'y a pas d'adhésion, tu cliques, et en fait, c'est que tu soutiens le programme. Et moi, je soutiens toujours le programme. Mais avec l'après, je souhaite porter le débat sur la question de la stratégie unitaire, du nouveau Front populaire à la base, comme au sommet, cette question des méthodes de l'éducation populaire, cette question de l'attachement à la démocratie. On est pour une 6e République, on est pour en finir avec la monarchie présidentielle, mais ça veut dire aussi que dans un mouvement et dans le travail de toute la gauche, on doit travailler ces questions démocratiques et ces questions aussi de la bienveillance, chercher à convaincre et pas à cliver pour dénigrer. Ça me semble extrêmement important. Il y a un site, c'est l-apres.fr. Après, on peut signer, on peut adhérer. On est en train de faire des réunions dans tous les départements. Il y a énormément de personnes qui souhaitent rejoindre cette démarche-là et qui ont des histoires différentes. Beaucoup ne sont pas issus de la France insoumise. Et on a notre première réunion physique constitutive le 5 octobre. Et c'est vachement intéressant parce que, du coup, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas le noyau des fondateurs que nous sommes qui décrétons comment tout ça va fonctionner, mais les assemblées départementales qui réfléchissent, c'est quoi votre attente pour la première réunion physique, quelles sont quelle association politique vous souhaitez, qui sommes-nous, c'est quoi les thématiques à creuser, à quoi voulez-vous servir, comment vous développez cette nécessité d'être utile à l'unité, et comment vous voulez fonctionner de manière démocratique, sans tomber dans le parti qui se bat sur la moindre virgule, ni le gazeux où c'est que l'action et on n'a pas de démocratie interne. J'ai une dernière question, Daniel. Tu as été réélu à près de 75%, et je t'en félicite, en juillet dernier pour un nouveau mandat de député. On ne sait pas trop combien de temps il va durer. C'est quoi les combats qui vont t'animer dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, je suis dans le groupe écologique et social, et donc je sais on a des cultures différentes, on va beaucoup apprendre, mais déjà c'est un cadre extrêmement bienveillant et volontaire. Moi, je vais continuer aussi avec mes sujets. Je suis très préoccupée par les problématiques de logement, comme tu le sais, donc je vais continuer ces batailles-là parce que aujourd'hui, les aides à la pierre, il n'y en a plus et tout est fait pour réduire le logement à un produit sur l'étal du banquier
et c'est une crise majeure que celle, essentielle que celle du logement. Mais je vais aussi poursuivre d'autres thématiques. Je suis à la commission des finances. Donc là, on va avoir un bras de fer face à Bruno Le Maire, qui était le sortant, qui nous a bien montré que la suite va s'écrire de la même manière avec le nouveau Premier ministre. Leur volonté, c'est de poursuivre la politique austéritaire et de continuer à faire en sorte que les riches continuent à s'enrichir, toujours autant de cadeaux contre nos services publics, et des saignées dans les collectivités avec des attaques sur le statut des fonctionnaires qui me préoccupent beaucoup. Mais je vais aussi continuer d'autres sujets, sur notamment la bataille contre l'ubérisation. Puisque là, la France a 2 ans pour transposer la directive présomption de salariat qui a été arrachée au Parlement européen, notamment à travers le travail de ma camarade et collègue députée européenne Leila Chaibi. Et je sors d'ailleurs le 9 octobre prochain un livre, Face à Uber, enquête sur un scandale d'État, puisque j'avais été rapporteur de la commission d'enquête sur le scandale des Uber Files. Et je vais continuer à mener cette bataille-là qui pour moi est importante parce que c'est en fait, à travers la Macronie, une véritable volonté d'attaque du salariat en permettant, pas simplement aux plateformes de l'ubérisation, mais à tout un tas d'entreprises, de se transformer non plus en employeurs, mais en donneurs d'ordre et de casser le salariat. C'est-à-dire on fait travailler des gens en statut d'auto-entrepreneur, moyennant quoi il n'y a plus de respect du Code du travail, il n'y a plus d'obligations en termes de protection sociale. Et donc là, il y a vraiment pour moi une bataille centrale pour préserver et conquérir de nouveaux droits pour les salariés de ce pays. Ben, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance dans tous ces combats et te dire qu'on sera là. Ciao, ciao, Daniel. Merci.